un spectre hante le monde, le spectre de l'anarchisme. Quelques nuits, dans quelques rues de quelques villes, un groupe s'est formé presque spontanément. Vêtus de noir, casqués, masqués, le cortège avance comme au hasard, sans rencontrer de réelle résistance. Des drapeaux, des slogans, des regards, une caméra tenue par l'un des leurs saisit chaque détail. Soudain, les barres de fer jaillissent. Mais ce jeune homme qui cache une vitrine, cette femme qu'on entend crier, et lui qui va bientôt graffer fuck le système sur un mur, tous ceux-là qui font une émeute comme on en a jadis au Saturnal, devinent-ils qu'ils incarnent aujourd'hui l'autre grande menace pour les polices occidentales? Et en pratiquant ici la propagande par le fait de l'action directe, qu'ils s'inscrivent, parfois sans le savoir, dans l'histoire longue et méconnue de l'anarchisme. Qui sont-ils? D'où viennent-ils et que pensent-ils? Ceux qui hier comme aujourd'hui se disaient anarchistes. Pourquoi, alors qu'ils furent fichés, leurs visages nous demeurent-ils étrangers? Pourquoi leurs pensées semblent-elles confuses et leur histoire si inquiétante? Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d'État, l'anarchisme n'a pourtant eu de cesse de souffler son vent de révolte sur le monde. Et si certains libertaires purent se changer en criminels, jouant des revolvers, faisant parler de la dynamite, on oublie qu'ils furent nombreux à proposer des alternatives et entamer des révolutions sur les 5 continents. Mais les pouvoirs ligués les ont partout et toujours réprimés. On les a menés enchaînés à la guillotine ou on les sangla au dossier de la chaise électrique. Et le moindre de leurs châtiments ne fut sûrement pas la réduction de leurs gestes à une chronique de faits divers, ni l'effacement de leur victoire dans la mémoire sociale. Or, même avec ces pratiques passées désormais dans nos habitudes de vie, quand leurs idées finirent par se populariser, se diffuser et tisser de nouveaux réseaux qui séduisent les jeunes générations de Paris à New York, de Tokyo à Buenos Aires, les anarchistes ont continué de susciter des fantasmes et de provoquer les malentendus. D'où vient donc l'odeur de soufre qui précède chacun de ces sombres cortèges, et quelle folle espérance se soulève avec chaque drapeau noir brandi? Comme l'anarchisme qui rêve pour notre vieux monde d'un autre futur, et combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux, nous pose-t-il des questions toujours aussi actuelles? Et pourquoi son histoire, qui oscille comme un pendule de gauche à droite, de l'insurrection à l'attentat, est-elle plus que jamais la nôtre? C'est à l'ombre des cheminées des premiers bagnes industriels, dans le cœur encore populaire des cités modernes, au pied des vieux palais changés de nouvelles places financières, que tout a commencé. Nous sommes au début du XIXe siècle et on assiste partout à l'avènement d'un système économique nouveau. Le capitalisme fait ses premiers pas. Il impose son modèle de pensée, crée ses grandes industries et bouleverse les paysages. Mais les illusions nées de la première révolution industrielle se dissipent déjà pour laisser apparaître une réalité beaucoup plus crue et plus sombre. Quel est le grand problème du XIXe siècle? C'est ce qu'on a appelé, d'un terme très simple, la question sociale. La société se développe, on invente le chemin de fer, on invente d'abord la machine à vapeur, le chemin de fer, le bateau à vapeur, les métiers à tisser. D'une certaine manière, on voit que la société progresse considérablement, l'hygiène, la médecine, tout ce qui va avec. Et en même temps, la misère n'a jamais été aussi effroyable par ceux qui précisément travaillent dans les fabriques, dans les manufactures, dans ce qu'on appellera plus tard les usines. La plupart des penseurs qui s'appellent Saint-Simon, qui s'appellent Fourier, qui s'appellent Proudhon, qui s'appellent Marx, ou Cabet, ou Owen, on peut aligner tous les noms que l'on veut, tous se posent la question comment résoudre la contradiction. On ne peut pas comprendre la naissance de l'anarchisme si l'on ne se souvient pas de la vie de peine et de misère que mène en ce temps le prolétaire,
celui qui ne possède rien que sa force de travail. Sa journée dure plus de 12 heures et le salaire qu'il retire de son labeur ne lui permet pas de manger à sa faim. Il n'a ni jour de repos, ni assurance, ni retraite. Ses enfants travaillent dès qu'ils peuvent se tenir sur leurs jambes et 1 sur 2 meurt avant l'âge de 6 ans. Les carences, les épidémies et l'alcool font des ravages, l'analphabétisme est la norme et l'accident, la loi. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. Les ouvriers n'ont jamais été aussi pauvres, les ouvriers n'ont jamais autant travaillé, les ouvriers n'ont jamais aussi peu profité de l'extraordinaire banquet auquel participent les propriétaires des moyens de production. Quel système social va permettre de résoudre la question, c'est-à-dire de donner non seulement du travail, mais à manger suffisamment à l'ouvrier, et plus qu'à manger, pour qu'il puisse lire, pour qu'il puisse se cultiver, pour qu'il puisse participer à la société démocratique. Tout comme la bourgeoisie qui bénéficie du progrès et vit dans l'opulence a pu trouver dans le libéralisme son idéologie, c'était un socialisme au contour encore vague que le prolétariat voit à l'époque une réponse possible à ses problèmes. Mais pour apporter une réelle solution à la justice, le socialisme doit surmonter une autre contradiction, presque philosophique, celle-là. Le problème en philosophie politique depuis le libéralisme classique, c'est la conjugaison de la liberté et de l'égalité. Comment assurer le plus grand éventail possible de liberté compatible avec le fait que tout le monde ait le même éventail de liberté, avec la plus grande égalité possible, dans la mesure où, sans égalité, la liberté demeure incomplète et il faut concilier ces idéaux de liberté et d'égalité. Un anarchiste américain disait « Pleine liberté sans l'égalité, c'est la jungle. Pleine égalité sans la liberté, c'est la prison. » Et on veut ni de la jungle ni de la prison. Cette tentative de concilier, c'est pas facile, mais le maximum de liberté avec le maximum d'égalité, cette aspiration double à la fois d'égalité et à la liberté, je pense que c'est une valeur fondamentale de l'anarchisme. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle encore, le terme d'anarchisme, dont la racine grecque anarche signifie absence du pouvoir, est un terme négatif utilisé pour désigner le désordre, le chaos, et il sert alors le plus souvent à dénoncer les fauteurs de troubles. Mais même si l'anarchisme avait pu avoir des précurseurs comme Diogène de Sinope, Thomas Müntzer, Mary Wollstonecraft, Ando Shoeki, comme les libres penseurs Sade ou Théophile de Viau, les utopistes comme Godwin Owen Fourier, des révolutionnaires enragés comme Gracchus Babeuf ou Sylvain Maréchal, et des contemporains comme Stirner, en décidant de reprendre le terme à son compte, c'est Pierre-Joseph Proudhon qui s'en sert alors pour définir une position politique révolutionnaire et charger soudain l'anarchisme d'une valeur positive. Proudhon, il est né à Besançon, au début du XIXe siècle, et contrairement à la majorité des autres théoriciens socialistes, ou même anarchistes, il est issu d'un milieu d'origine populaire. Et la grande force, et aussi la grande originalité de Proudhon, c'est justement de savoir de ce qu'il parle lorsqu'il dénonce les inégalités sociales, les injustices sociales. Pierre-Joseph Proudhon, c'est aussi un ouvrier, c'est un typographe qui sait lire et écrire, qui est capable non seulement de composer des textes, non seulement de les rédiger avec une plume, mais de les composer et de faire en sorte que cette pensée se matérialise en devenant un livre. Et c'est cette fascination qu'il va trouver dans son métier de typographe qui va l'amener à rédiger un certain nombre de textes qui vont effectivement circuler dans la France de l'époque. En 1840, Proudhon rédige le mémoire qui le rendra célèbre. Qu'est-ce que la propriété? Si la réponse qu'il apporte à cette question, la propriété c'est le vol, fait aussitôt scandale, c'est la profession de foi qu'il prononce quelques lignes plus bas, qui constitue le véritable acte de naissance de la pensée anarchiste. Une formule paradoxale qui dit déjà presque tout. Eh bien, vous êtes démocrate? Non. Quoi, vous seriez monarchique? Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate? Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte? Encore moins. Qu'êtes-vous donc? Je suis anarchiste. Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste.
au même moment, il va se dire anarchiste, il prononce que la propriété c'est le vol. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il pointe la propriété comme étant le fondement dans un certain ordre social. Et se dire anarchiste, c'est dire je m'en prends au fondement de l'ordre social repéré comme étant la propriété. Proudhon va même encore plus loin, puisque pour lui, il y a une espèce comment dirais-je, de lien étroit entre la domination politique exercée par l'État, la domination économique exercée par le capital et la domination religieuse exercée par l'idée de Dieu. Et donc, Proudhon est véritablement le père de l'anarchie, puisque c'est le seul qui relie ensemble ces trois formes de domination, et il pense qu'il faut les détruire en même temps si on veut effectivement changer de structure sociale. Si pour changer de structure sociale, Proudhon prône la destruction des pouvoirs, il n'est pas partisan de la violence révolutionnaire. Il imagine tout un système mutualiste dont sa banque du peuple pourrait être le premier jalon. Sa pensée n'est pas moins attaquée de toutes parts. Il est critiqué, caricaturé, interdit. Pourtant, ses œuvres voyagent et son anarchisme séduit rapidement les socialistes du monde entier. Comme ce jeune docteur en philosophie, Karl Marx, qui écrit alors qu'il le considère comme le nouveau héros du mouvement ouvrier européen. Ou plus loin, aux marges de l'Europe, dans la lointaine Russie, où le comte Lev Nikolaïevitch Tolstoï emprunte à Proudhon le titre de l'un de ses essais pour nommer son nouveau livre « La guerre et la paix ». Mais c'est avec Mikhaïl Bakounine, un ancien cadet passé par toutes les prisons d'Europe et plusieurs fois condamné à mort, que l'anarchisme va devenir une pensée à proprement parler, révolutionnaire. Si c'est Proudhon qui utilise pour la première fois le terme anarchiste, Bakounine est peut-être une figure plus importante dans la formulation définitive des idées, dans la mesure où il ajoute aux idées de Proudhon le principe de la révolution. À la différence de Proudhon, en effet, Bakounine prône l'insurrection. Selon lui, la seule manière d'abolir l'État et le capitalisme, c'est une révolution armée.